Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principale devise étrangère? La parité franc congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. Un dollar américain vaut 2840,5 660 francs congolais. Un euro équivaut à 3136,7 834 francs congolais. Un franc CFA égale à 4,7 820 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 159,1011 francs congolais. Au marché parallèle, un dollar américain équivaut à 2860 francs congolais, 1 euro vaut 2910 francs congolais et un franc CFA vaut 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. La tonne du cuivre a enregistré une hausse. Elle coûte 8 934,75 $ américains contre 8 856 $ américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé. Il revient toujours à 2 481 $ américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 2 512,85 $ américains contre 2 492,99 $ américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 67,30 $ américains contre 68,86 $ américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 10 115 $ américains contre 9 663 $ américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Les entreprises du portefeuille de l'État, les établissements publics, les services publics ne contribuent pas au budget de l'État. Selon le ministère du portefeuille, la réhabilitation et la relance des entreprises publiques de l'État nécessitent 8 milliards de dollars américains. Alors que faire pour trouver le financement nécessaire à la relance des entreprises tenant compte des incapacités de l'État propriétaire? Jeudi Économie reçoit pour vous un professeur. Il est lobbyiste, stratège en investissement. Professeur Patrick Onoya, bonjour. Bonjour Eric Ambago et merci pour cette invitation de plus. Professeur, on va commencer par définir, je viens de parler des entreprises publiques, établissements publics, services publics. Comment peut-on définir tous ces termes, on va dire, parfois savants? Merci, mais je pense que la distinction, elle est assez simple. Lorsqu'on parle, donc, distinction entre établissement et société ou entreprise publique. Un établissement public, c'est le prolongement d'un service public, c'est-à-dire qu'une activité régalienne de l'État, n'est-ce pas, confiée à une société, à un établissement ou à un service public. Un travail que devrait faire l'État. Par exemple, l'État doit protéger les frontières. On a le service tel que la DGM. Ça, c'est un établissement public. Mais on a les sociétés publiques. Ce sont des sociétés commerciales où l'État veut gagner de l'argent. Donc, les sociétés publiques sont des sociétés commerciales qui peuvent même, dans certains cas, être soumises à la concurrence, telle que la SONAS, n'est-ce pas? C'est une société commerciale, publique, soumise à la concurrence. En simple, un établissement public, c'est le prolongement, c'est un bras séculier de l'État dans un secteur donné. Une entreprise ou une entreprise publique, c'est une entreprise pour laquelle l'État veut faire de l'argent et peut être mise en concurrence. Un établissement public peut également être mis en concurrence? Généralement non, parce que c'est le travail de l'État. Généralement non. Alors, professeur, on va dans l'histoire.
avant l'indépendance, après l'indépendance, les entreprises publiques participaient de manière substantielle, de manière importante au budget de l'État. Comment vous expliquez cela, Monsieur Patrick Onoya? Merci beaucoup. Nous avons toujours cette histoire de la RDC qui nous colle, donc de dire que lorsqu'on nous lègue la République démocratique du Congo en 1960, nous avons une économie qui marche, c'est-à-dire une économie diversifiée, 60%, 40% du PIB, du produit intérieur brut, soutenu par les exportations agricoles, 60% par le secteur minier. Mais nous avons eu un ensemble de chocs endogènes et certains exogènes pour lesquels nous n'en sommes jamais sortis. Particulièrement, on a les années 70 qui ont été très dures. On a le choc minier du cuivre, la chute du cours du cuivre 74. On a juste avant ça, on a le choc pétrolier de 73. Mais dans cette période, on a aussi la zaréanisation, n'est-ce pas? La zaréanisation qui a été un concept peut-être bon, mais mal appliqué. Mais au-delà de cela, nous avons eu, sans parler des plans de réajustement structurel qui ont suivi et tout ça, mais on a les années 90, le pillage de 91, le pillage de 93. Il ne faut pas oublier aussi l'entrée de l'AFDL, n'est-ce pas, de 1996. Tout cela a effrité le tissu économique. Et il faut dire que lorsque vous voyez même la débâcle des entreprises publiques, vous allez voir à chaque fois que ça remonte jusque les années 90. Donc, les années 90, moi j'ai toujours dit, a été le cimetière, n'est-ce pas, de l'économie congolaise, et particulièrement les entreprises publiques. Donc on va dire que c'est la politique qui a tué les entreprises publiques. Vous dites ce que j'ai voulu dire, en d'autres termes. Alors, professeur Patrick Onoya, le 7 juillet 2008, il y a une décision, il faut transformer ces entreprises publiques en sociétés commerciales. Une loi a été publiée à ce sujet. Pourquoi a-t-on finalement décidé de les transformer? Qu'est-ce qui a guidé cette décision? Il faut dire que le projet qui a été guidé par le COPIREP provient d'une réflexion de la Banque mondiale, n'est-ce pas? Disons qu'il y a une certaine catégorie d'entreprises qui pourraient se comporter en entreprise commerciale. Mais ce que nous pouvons constater, peut-être, c'est le fait que il y a plusieurs entreprises qui ont été transformées en entreprises commerciales, qui sont soumises au droit au WADA, mais qui ne sont restés que des actes juridiques. Au niveau financier et au niveau économique, on n'a aucune compétitivité, n'est-ce pas? Ces entreprises dans la catégorie, la SNEL, la Régie des eaux, la RVA, la CVM, la SONAS, et la GECAMINE, Sokimo et j'en passe, sont restés des canards boiteux, n'est-ce pas? Parce que la réflexion s'est limitée au niveau juridique jusqu'à présent. C'est-à-dire quoi? Parce que la transformation n'aurait pas dû avoir lieu, elle n'était pas judicieuse, cette décision? Non, je pense, à mon humble avis, que ça a été une bonne décision. Simplement, il faut que, au-delà de la partie juridique, que la partie financière puisse se faire aussi. Permettez-moi de faire un peu de pédagogie. Nous avons déjà, de par l'histoire que nous venons de présenter ici dans la République démocratique du Congo, après les années 1990, nous avons pratiquement toutes, et même les établissements et les entreprises publiques qui se retrouvent en faillite. Alors, comment identifier la faillite d'une entreprise? C'est simple. On définit une certaine définition de la faillite, dit qu'une entreprise est en faillite lorsqu'il y a transfert de propriété entre les actionnaires et les créanciers. C'est-à-dire que la société appartient apparemment aux actionnaires, mais dans les faits, elle appartient aux créanciers. Et dans les entreprises publiques,
comment vous détectez que votre entreprise dans laquelle vous êtes est une entreprise en faillite? C'est par exemple, je donne un indicateur, lorsque les mandataires travaillent a priori pour payer les salaires. Donc lorsque vous avez une entreprise pour laquelle dans la trésorerie, la masse salariale pèse 70%, 80%, n'est-ce pas, de la trésorerie, sachez que, n'est-ce pas, cette entreprise est en faillite. Donc il n'y a pas de budget d'investissement en fait. Difficile de réellement investir parce que le mandataire se bat uniquement pour payer les salaires. Une entreprise commerciale n'existe pas, avec raison fondamentale, payer les salaires des agents. Ça démontre que l'entreprise en réalité n'appartient plus à l'État, appartient, n'est-ce pas, aux employés. C'est comme ça que vous voyez que dans la plupart des entreprises publiques, vous avez le syndicat qui est fort. Parce que les réels propriétaires dans une entreprise en faillite, telles que les entreprises publiques, ce sont les agents. Mais le ratio normal de la charge sociale devrait être pas plus de 30%, parce qu'une entreprise commerciale existe pour faire du bénéfice. Pour arriver à cette faillite, il y a des causes, il y a un problème de gouvernance ou un problème dans la gestion de la créance de l'entreprise. Alors, revenons je disais à la réforme. Je vais tenter de rester dans le secteur de la finance pour ne pas aller dans les contextes politiques. Mais je disais simplement ici que lorsque la transformation des entreprises publiques s'est faite, elle s'est limitée au niveau juridique. Mais moi, je qualifie beaucoup d'entreprises publiques comme étant des entreprises en faillite, mais potentiellement rentables. Alors, elles sont en faillite par le présent. Nous avons donné un indicateur, n'est-ce pas? Mais elles sont potentiellement rentables. Donc, elles sont potentiellement rentables, c'est-à-dire que du point de vue de l'essence du travail qu'elles sont en train de faire, si elles sont viabilisées, n'est-ce pas, elles vont devenir profitables pour l'État. Maintenant, il y a un processus de viabilisation. Dans ce processus de viabilisation, nous avons différents aspects, mais moi, je vais m'attarder aux aspects financiers. Tout à fait. Dans les aspects financiers, pour viabiliser une entreprise au niveau financier, il faut une injection naturellement de fonds. Mais pour injecter des fonds, il y a un travail fondamental qui doit être fait, c'est le travail, on appelle, de structuration du financement. Dans la structuration du financement, on doit identifier les grands pôles financiers qui existent, les grands pôles qui ont besoin d'argent. Parce qu'au niveau financier, on catégorise deux types de dettes. Permettez-moi, je serai un peu pédagogique pour me faire comprendre. Absolument, il faut. Il y a ce qu'on appelle la bonne dette et la mauvaise dette. La structuration du financement veut distinguer, dans le besoin financier pour la relance, n'est-ce pas, distinguer la bonne dette de la mauvaise dette. Et d'analyser maintenant cela pour savoir qu'est-ce que l'on fait en définitive pour que le financeur ou l'investisseur qui met de l'argent, n'est-ce pas, puisse se retrouver. Alors, la bonne dette, c'est la dette qui est remboursée par l'activité. C'est-à-dire que là où je mets l'argent, c'est l'activité qui rembourse cet argent-là. Mais la mauvaise dette, c'est cette dette qui engloutit le financement sans capacité de remboursement. Un exemple Je vais aller maintenant parce que je donnais le concept pour revenir dans la structuration, n'est-ce pas, du financement. On a généralement, lorsqu'on analyse les entreprises publiques, plus ou moins 4 pôles qui ont besoin de financement. Le premier pôle, la bonne dette, c'est le renouvellement de l'outil de production. La plupart des entreprises publiques ont un outil de production vieillissant. Alors, un financeur, un investisseur serait intéressé à pouvoir mettre de l'argent dans le renouvellement de l'outil de production. Pourquoi? Parce que en mettant de l'argent dans l'outil de production, n'est-ce pas, on sait que l'outil de production va rembourser cet argent. Mais il n'y a pas que ça comme pôle de défense
pour la relance d'une entreprise publique, il y a, par exemple, aussi la fiscalité, la parafiscalité. Dans ce cas ici, nous avons un cas typique de l'État qui tue l'État. C'est-à-dire que nous avons des entreprises comme ça qui doivent à l'État 200 milliards de francs congolais, 300 milliards de francs congolais. La question ici, c'est de dire, voici cette charge fiscale. Si c'est un financeur externe, il va se poser des questions. Mais ça, c'est une entreprise publique. Qu'est-ce que l'on fait de ça? C'est à ce niveau-là que nous disons, dans le cadre de la relance, il est important que l'État analyse bien. Faut-il garder cette charge fiscale sur les entreprises qui les tuent, qui les amène vers le bas? Ou faut-il mener une réflexion, par exemple, d'une annulation de la dette fiscale et parafiscale et de voir une remise à zéro? Si l'Occident, le FMI, la Banque mondiale, a pensé à l'annulation de la dette des pays pauvres, c'est pour une simple raison. Lorsque vous gardez une dette auprès de quelqu'un qui ne va jamais payer, ça ne vous profite pas non plus. Parce qu'au niveau financier, l'argent doit tourner, n'est-ce pas? Tu ne gagnes pas. Il est important que cette catégorie de dettes-là, pendant qu'on pense au financement de la relance, qu'il y ait une réflexion claire sur une possibilité d'annulation de dette fiscale pour alléger ces entreprises afin que, partant d'une remise à zéro, qu'ils soient capables finalement de payer. Mais il faudra également, par exemple, alléger ces charges au niveau de la fiscalité, de la parafiscalité, ou carrément exempter ces entreprises publiques de la fiscalité, de la parafiscalité. Moi, ce que je proposerais, je parle bien, je donne un exemple qui a existé ici. Un exemple qui a été ici, le Congo, il y a un premier ministre qui a toujours été content d'atteindre le point d'achèvement, et tout ça. C'est une sorte de remise à zéro. C'est un plan où on arrive à faire une remise à zéro de la fiscalité, de la parafiscalité des entreprises pour que, sur base assortie d'un ensemble de conditions, pour permettre à ce que ces entreprises commencent finalement à payer régulièrement tout en ayant une trésorerie, une comptabilité allégée. Troisième catégorie, ce sont les dettes judiciaires. Généralement, lorsqu'une entreprise est assignée en justice, elle perd. Et on a dit ici les entreprises sont en faillite. On a un cas typique qui crée une charge financière judiciaire sur le dos des entreprises publiques, c'est le non-paiement d'un décompte final. La loi dit, le Code du travail, dans les 48 heures, je pense, l'employeur doit payer son décompte final. Mais à un retraité qui part. Mais cette entreprise est en faillite, donc elle ne sait pas s'acquitter. Et si ce retraité va 2, 3 mois, 6 mois après porter plainte, n'est-ce pas, il finit par gagner. Et lorsque l'entreprise, dans le cas où il devait lui payer $20 000 pour qu'il aille en retraite, on le condamne à $800 000. Il y a des cas comme ça. Ça, c'est fallacieux, ça, ce montant-là. Ah ben c'est ça la justice. Mais il y a la bonne nouvelle, c'est que on a vu tous sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, l'arrêté interministériel avec le ministère de la Justice, initié par le ministre du portefeuille, sur une réglementation de la question. Que les biens des services des entreprises sont insaisissables, on va dire. Absolument. La saisie des comptes, n'en parlons pas et tout ça, mais il y a lieu aussi que l'État, la justice et l'État, analysent cette question. Comment faire? D'abord, pour stopper, nous disons qu'il y a des avancées à ce niveau-là, initiées par l'actuel ministre du portefeuille, mais plusieurs sociétés ont entre 30 à 50 millions, n'est-ce pas, de charges financières judiciaires qui pèsent sur leur dos avec cette possibilité de saisie de compte. Heureusement qu'il y a cela. Mais la dernière catégorie, ça c'est la catégorie de mauvaise dette. De tout ce que j'ai cité jusqu'à présent, la bonne dette, ce n'est que celle du renouvellement de l'outil de production. La dernière catégorie de mauvaise dette et la prioritaire et même la principale, c'est la charge sociale. Donc, les arriérés de salaire ainsi que les décomptes finaux non payés. Ces deux-là constituent une véritable charge qui pèse, n'est-ce pas? Et à ce niveau-là,
à ce niveau-là, si, dans le cadre de la structuration du financement que l'on peut solliciter, si l'État intervient au niveau de la réduction, sinon l'annulation de la charge fiscale et parafiscale, sur le volet judiciaire, l'État, eh bien, il peut nous rester deux pôles principaux qui sont le renouvellement de l'outil de production ainsi que la charge, nous avons dit, la charge du personnel. La charge sociale. Personnel, voilà. Et un bon montage financier veut que le ratio entre mauvaise dette et bonne dette soit au moins de l'ordre de 30% de mauvaise dette et 70% de bonne dette. C'est-à-dire que dans le financement que l'on produit pour relancer une société, que 30% soit sur, par exemple, le paiement des décomptes finaux, des arriérés et tout ça, 70% soit sur le renouvellement de l'outil de production. C'est comme ça que j'ai dit que cela ne peut se faire que par un travail de structuration de la dette où l'État prend son courage, n'est-ce pas, de pouvoir alléger ces différentes entreprises pour qu'un financier potentiel accepte de mettre de l'argent. Donc l'État se prive également des recettes pour ces actions ponctuelles ou régaliennes. Vous savez, ici, merci beaucoup. J'ai une pensée qui me vient à l'esprit, qui va soutenir tout mon discours, au fait, ici. C'est qu'Albert Einstein a dit: on ne peut résoudre un problème au même niveau de connaissance qu'il a été créé. C'est-à-dire que si la situation des entreprises publiques est liée à la situation actuelle de l'organisation gouvernementale, de l'organisation étatique, alors pour trouver des solutions, nous devons y apporter une connaissance, nous devons y apporter une innovation. C'est-à-dire que dans la façon du gouvernement de prendre en main la question de la relance des entreprises publiques, s'il n'y a pas une innovation, s'il n'y a pas un apport de connaissances, et moi j'ajouterai en ce qui me concerne, un apport de connaissances en finance, eh bien on tournera en rond. Mais Monsieur Patrick Onoya, on peut trouver la solution en équilibrant les créances de l'État vis-à-vis de ces sociétés et avec la parafiscalité. On trouvera l'équilibre. Si, par exemple, pour la Régie des eaux, l'État doit 100 millions de dollars américains et que la Régie des eaux doit pratiquement le même montant en ce qui concerne la fiscalité, la parafiscalité, on peut équilibrer cela. Merci beaucoup. C'est une réflexion qui a déjà existé, n'est-ce pas? On a déjà entendu parler de cela. Mais ce qui empêche à ce que cela se fasse, c'est, comme je venais de le dire, c'est cet apport en connaissance. Au fond, une voie possible pour finalement tenter d'épuiser la réflexion à ce niveau, c'est l'introduction du concept de la titrisation. C'est-à-dire, l'État tue l'État. C'est-à-dire que vous avez, je prends un exemple, comme une entreprise telle que la Congolaise des Voies Maritimes, CVM, elle possède des créances. Les créances qui lui doit, c'est la LMC. Donc, ligne maritime congolaise. Elle lui doit des millions elle lui doit de millions de dollars. Mais à ce niveau-là, bon, ok, CVM, c'est l'État, LMC, c'est l'État, qu'est-ce que l'on fait? À ce niveau-là, une possibilité, c'est introduire le concept de la titrisation. La titrisation, une créance, comme c'est de l'argent qu'on doit, une créance, c'est un actif. La titrisation, expliquez un peu aux auditeurs. Beaucoup. La titrisation, c'est la transformation d'un actif, n'est-ce pas, en un titre. En un titre financier qui peut être acheté ou vendu. Et donc, exemple? Je donne. D'abord, j'explique le principe. Allez-y. Dans ce principe, si l'État veut réussir la titrisation, il doit améliorer, il doit ajouter des éléments. Permettez-moi, il y a des expressions que je connais en anglais. L'État doit mettre et je vais tenter à chaque fois d'expliquer. C'est important. Oui. L'État doit mettre en place une structure qu'on appelle un SPV, Special Purpose Vehicle. C'est-à-dire que c'est une structure que l'État met en place
qui se chargera d'acheter les créances, n'est-ce pas? Les créances qui sont des actifs. Il les achète et c'est cette structure-là qui se charge de transformer ces créances en titres qu'elle pourra chercher maintenant à vendre. Mais maintenant, lorsqu'on crée cette structure qu'on appelle en anglais un SPV, l'État doit aussi créer, ça c'est peut-être géré par la Banque centrale, une structure de notation. Parce que lorsque l'on crée un titre, pour donner sa valeur et son importance, il faut une structure de notation qui donne, vous voyez, généralement, il y a un star, 2 stars, 3 stars, c'est-à-dire que la qualité, pour donner à un acheteur potentiel de ce titre-là, donner une information sur la fiabilité, sur la sécurité que offre ce titre-là. C'est comme ça que je disais que pour aller vers cette démarche-là, il est important qu'il puisse y avoir certaines innovations organisationnelles. Vous vous rappellerez que le ministre des Affaires foncières avait proposé la titrisation, n'est-ce pas, de nos titres fonciers et immobiliers, oui, qui introduirait plus de 10 milliards de dollars dans l'économie. Mais pourquoi c'est resté? C'était une bonne idée. Pourquoi c'est resté un slogan? C'est simplement parce qu'il y a une organisation, ce dont je viens de parler, la création d'une SPV, la création d'une entité de notation. Je disais que la Banque centrale peut bien faire ce travail pour pouvoir le mettre maintenant en connexion avec les marchands financiers qui peuvent acheter ces différents titres. Mais quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que si l'État met en place cela, l'État met en place cette SPV doit avoir un budget, n'est-ce pas? Elle va commencer par acheter les créances. La régie des eaux, n'est-ce pas? L'État lui doit de l'argent. La SPV achète les créances de la régie des eaux, mais elle ne fait pas caritas. Elle le transforme en un titre financier qu'elle pourra vendre aussi à X, à Y. Vous voyez, en ce moment-là, l'État aussi fait de l'argent, ça a un sens. Moi, j'ai toujours cru et pensé que si ces idées-là n'évoluent pas, c'est parce que l'État a l'impression qu'il fait une perte. Lorsqu'il achète la créance, il paye et tout ça de la SNEL. Mais il gagne quoi? Bon, alors ça reste là. Mais en réfléchissant dans un concept de titrisation, on voit que l'État peut faire de l'argent aussi. Mais cela oblige à l'État d'améliorer sa structure financière en organisant, en y ajoutant un ensemble de structures qui vont gérer cela. Mais lorsque le COPIREP avait initié cette transformation, on s'attendait à ce que les partenaires ou des multinationales puissent obtenir des actions dans ces sociétés transformées, mais ces partenaires ne sont jamais venus. Pour quelle raison? Non, il faut admettre que en République démocratique du Congo, l'idée de l'ouverture du capital, n'est-ce pas, à des actionnaires privés potentiels pour des entreprises étatiques telles que la SNEL, Régie des eaux, RVA, CVM, SONAS, la population ne veut même pas en entendre parler. Vous comprenez? Parce que dans le sens de la population veut dire réduction des emplois, ainsi de suite, et tout ça. Vous voyez, la population n'en veut pas. Ce qui veut dire que politiquement, l'option de l'ouverture du capital pour pouvoir avoir des investisseurs potentiels est à exclure. La seule option qui reste, c'est l'obtention d'un financement. Mais seulement. Un financement du gouvernement. Le gouvernement, lui aussi, dit « je n'ai pas de l'argent ». Et lorsque le gouvernement dit « je n'ai pas de l'argent », il reste la possibilité d'obtenir un financement externe. Mais ce financement externe pour la relance de l'entreprise, d'une entreprise doit répondre à 2 conditions. Les 2 conditions fondamentales, c'est que, 1, ça doit être un financement long terme. On ne peut pas espérer avoir de l'argent pour la relance de la Régie des eaux et avoir un financement à pouvoir payer en 5 ans. Non, ça doit être un financement à rembourser en 15 à 20 ans au moins. Ça, c'est de 1. De 2, le taux d'intérêt
doit être d'un maximum de 5%. 6, c'est beaucoup, 6. Et cela démontre déjà que les mandataires des entreprises publiques, pour répondre à ces conditions, doivent s'ouvrir à la finance internationale. Car je ne vois pas une banque locale d'offrir ici un financement de l'ordre de donner 100 millions, comme ça, à une entreprise publique, à rembourser en 15 ans, n'est-ce pas, avec un taux d'intérêt de 5%. Ça n'existe qu'à l'international. Voilà pourquoi, dans les pistes de solutions, nous nous préparions à proposer, n'est-ce pas? On va y arriver oui. Par rapport aux pistes de solutions, mais il y a encore des questions qui me préoccupent. Il y a la question justement des actionnaires. Ces actionnaires, on va dire que l'État peut lever des fonds aujourd'hui sur le plan international. La RDC, comme on le dit, est sous-endettée. Donc il est possible, avec l'image que nous avons suite à cette 6e revue avec le Fonds monétaire international, lever des fonds sur le plan à l'étranger pour booster ces sociétés commerciales. Merci beaucoup. Et je vais aborder la question à 2 volets. Dans un premier volet, je dirais qu'il y a un travail de pédagogie. Un travail de pédagogie, je suis désolé, peut-être quelqu'un peut me contredire, mais j'ai toujours eu l'impression, moi en tant que chercheur dans le domaine de la finance, surtout finance internationale, qu'il y a encore un problème d'intériorisation des capacités illimitées de la finance internationale par le gouvernement de la RDC. Je rappellerai toujours que chaque jour, à travers la finance internationale, il y a 1000 milliards et plus de 1000 milliards de dollars disponibles dans les marchés de capitaux qui cherchent à être absorbés. Et comment on n'arrive pas à absorber, nous, au Congo? Je disais que c'est d'abord un problème conceptuel. C'est-à-dire, il faut d'abord l'intérioriser. Il faut changer de paradigme. Il faut savoir que cela est possible. Et nous le disons. Je me rappelle d'ailleurs, pas ce gouvernement, le gouvernement passé, j'étais tenté de pouvoir organiser une masterclass, n'est-ce pas, avec la ministre du portefeuille, où je pourrais y faire participer, même par vidéoconférence, des collègues banquiers de New York et certains de Washington DC, pour pouvoir expliquer, n'est-ce pas, ce qui est faisable. Ça, c'est une première des choses. Donc, il faut une grande compréhension des choses. Nous absorbons très peu de la finance internationale privée. Pourquoi on absorbe très peu? On n'est pas crédible? Non, c'est une question... On n'a pas de compétences? C'est une question de paradigme. Notre paradigme est orienté, tonton Banque mondiale, tantine FMI. N'est-ce pas? Lorsque nous dealons avec la Banque mondiale et le FMI, on est content. Mais je veux dire qu'il existe aussi la finance internationale privée. Et la transformation des entreprises, la transformation avec le copyright qui nous donne les sociétés commerciales que nous avons, avec la loi WADA, une société commerciale a une autonomie de gestion. Vous voyez? C'est vrai que l'actionnaire, c'est l'État, mais les mandataires des sociétés commerciales devraient avoir excusez-moi l'expression en anglais, le mindset, donc le mental d'un entrepreneur. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour une société commerciale publique, eh bien, ils doivent intégrer la mentalité, n'est-ce pas, des entrepreneurs. Parce que, je disais bien, qu'ils sont à la tête des entreprises en faillite, mais qui sont potentiellement rentables. Donc, il y a un problème de management dans ce cas. Je crois qu'il y a un problème de culture financière. C'est pourquoi nous sommes là, nous en parlons. Nous pensons qu'au-delà des qualités managériales, il y a cette compréhension de la finance. Parce que beaucoup de mandataires ne savent pas où trouver l'argent. Parce que leur regard, si ce n'est pas la Banque mondiale, le FMI, la BAD, n'est-ce pas, l'Union européenne, ils ne savent pas où trouver de l'argent, quand bien même ils auraient un projet pour lequel la finance internationale... Ils vont trouver l'argent où? Ils suivent l'émission, ils vont trouver l'argent où, ces sociétés, par exemple? Merci. Là, il faut que j'entre sur... Parce que l'argent, il y a une orientation. Vous comprenez? Il y a une orientation. Il y a l'orientation qui concerne les entreprises publiques parce que nous ne voulons pas, nous, Congolais, d'une ouverture des actions
nous voulons qu'une entreprise, surtout les entreprises, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des entreprises qui sont mixtes, n'est-ce pas, du portefeuille d'État qui sont mixtes. Mais ici, je fais allusion avant tout aux entreprises où l'État est 100%, n'est-ce pas, actionnaire, tels que la SNEL, la Régie des eaux, la RVA, la CVM, la SONAS. Pour cela, les mandataires doivent s'orienter avant tout vers ce qu'on appelle les emprunts garantis par des actifs. C'est connu en anglais beaucoup plus comme par le sigle de ABL, Asset Backed Loan. C'est-à-dire les emprunts garantis par des actifs c'est ce type d'emprunt qui malheureusement n'existe pas ici en République démocratique du Congo parce que ce sont développés par la catégorie des banques d'affaires et des banques d'investissement qui permettent d'obtenir des financements à long terme, n'est-ce pas, et à moindre taux qui peut aller entre 3 à 5% pour des pays comme les nôtres, un maximum de 6%. Je donne un exemple. Dans la catégorie des asset-backed loans, donc les ABL, les emprunts garantis par un actif, on a, par exemple, les emprunts garantis par une ligne de crédit telle que un actif tel qu'une SBLC. Une lettre de crédit est un outil d'import-export, mais qui est aussi utilisé en finance comme un outil qui peut garantir, n'est-ce pas, un financement qu'on recherche. Mais on n'utilise pas l'aide de crédit ici au Congo. Je suis en train de parler de la finance internationale. Ce que je dis n'est pas applicable en République démocratique du Congo, mais peut profiter la République démocratique du Congo. C'est pour dire que si une entreprise est intéressée, nous pouvons lui montrer le chemin. Je suis en train de dire que la République démocratique du Congo est éligible à ce type d'emprunt garanti par des actifs, n'est-ce pas? Et si un mandataire veut connaître le chemin, nous pouvons toujours lui montrer. La Banque centrale ne peut pas servir de canal pour arriver à cette stratégie? Il y en a même qui ont eu l'impression que j'avais un problème contre la Banque centrale de par mes publications ces derniers temps, mais mon souci à moi est que nous puissions nous ouvrir davantage à la finance internationale. Alors, je vais expliquer un peu comment une SPLC peut garantir un financement. En ce moment-là, on a les banques d'affaires. Des banques d'affaires qui leur travail, c'est vendre les instruments financiers. Ils vous vendent un instrument, vous devez l'acheter, n'est-ce pas? Si vous avez besoin de 100 millions de dollars, vous achetez cet instrument financier à hauteur, par exemple, de 2% du montant dont vous avez besoin. C'est-à-dire que vous mettez 2 millions de dollars pour acheter l'instrument financier, vous achetez cette lettre de crédit, n'est-ce pas, à 2 millions, et ceci permet à ce qu'une autre banque qu'on appelle la banque de monétisation, c'est-à-dire que ce sont des financements qui syndiqués, qui mettent en relation plusieurs banques et permet à une autre banque, sur base de l'actif que vous avez, de vous donner, on parle ça d'une banque de monétisation, donc de monétiser l'instrument et de vous donner les 100 millions dont vous avez besoin. Comme en République démocratique du Congo, ces choses ne sont pas applicables, nous possédons le réseau, à la fois qui peut vous permettre de pouvoir avoir l'instrument, n'est-ce pas, et de monétiser et d'avoir donc les entrepreneurs peuvent passer par vous pour obtenir ces facilités. Absolument. Mais il y a une autre, dans la catégorie des emprunts garantis par les actifs, on a une deuxième possibilité. À part une garantie par une lettre de crédit telle qu'une SBLC, qui peut permettre, je disais, un emprunt de 15 à 20 ans, un taux d'intérêt de 3 annuel de 3 à 5 ans, on a aussi un emprunt garanti par une assurance. Donc, vous souscrivez à une assurance parce que l'affaire, à chaque fois, c'est quoi? Qu'est-ce qui permet à ce qu'on vous donne de l'argent? C'est parce qu'il existe, n'est-ce pas, une garantie, mais qui est un actif, n'est-ce pas? Et cet actif peut être aussi une assurance à laquelle vous souscrivez. Alors, professeur Patrick Onoya, le ministère du portefeuille avait indiqué que la réhabilitation et la relance des entreprises publiques de l'État nécessitaient 8 milliards de dollars américains. Est-ce que c'est réaliste? On trouve cet argent où la RDC peut mobiliser ses fonds? Ou doit-on lever des fonds à l'international, des emprunts obligataires? J'ai des collègues américains qui aiment dire des choses comme ça, ils ont dit « this is peanuts ». Donc, c'est comme des cacahuètes. Vous voyez, lorsque vous cherchez 1 milliard, 2 milliards de dollars, 3 milliards pour des entreprises en faillite, mais potentiellement rentables, je dis bien potentiellement comment?
rentable. Vous pouvez l'obtenir. C'est comme ça que j'insiste qu'il y a un problème de changement de paradigme. Il y a un problème de compréhension de la finance internationale déjà au niveau du gouvernement, n'est-ce pas? Si on arrive à faire une bonne structuration de la dette, n'est-ce pas? J'ai présenté les 4 pôles de la dette, des dettes que les entreprises publiques ont. On parle de dettes ou des besoins de financement, disons ça comme ça, des besoins de financement. On a une première catégorie, la principale, je le répète, c'est le besoin de renouvellement de l'outil de production. Oui. La deuxième catégorie, ce sont les charges fiscales et parafiscales. Ces charges fiscales et parafiscales nécessitent, n'est-ce pas, une réflexion poussée de l'État. Ça ne sert à rien de saigner à blanc des entreprises qui sont déjà des canards boiteux. Vaut mieux une réflexion visant une remise à zéro, n'est-ce pas, à ce niveau-là. On a les charges judiciaires. Les charges judiciaires nécessitent aussi une réflexion de l'État pour savoir comment on les allège. Enfin, il y a la charge du personnel. La charge du personnel, on peut la consentir. Tant que nous arrivons dans la structuration du financement nécessaire, avoir 2 pôles seulement, c'est-à-dire le renouvellement de l'outil de production et la charge du personnel, nous pouvons respecter le ratio que recherchent les financiers de 70 sur 30. C'est-à-dire 70% de financement, 60% de financement pour l'outil de production, 30%, n'est-ce pas, pour le personnel. Et en ce moment-là, nous avons une structure qui devient viable et qui peut attirer l'attention d'un financeur potentiel. Et partant de cela, maintenant, il est question de pouvoir entrer maintenant dans le réseau d'affaires, dans les réseaux de banques internationales pour pouvoir trouver cet argent. Il y a aussi une troisième possibilité de financement que je vais présenter ici. Excusez-moi, je le dis en anglais, c'est le structured finance, qu'on a aussi qui est un peu lié à la project finance. C'est-à-dire que ce sont des crédits dont le remboursement est lié au flux de la trésorerie du projet. Ça, c'est lorsque une entreprise veut acquérir. Et je prends une entreprise comme ça, au-delà, une entreprise d'aviation, comment elle s'appelle encore? La Congo Airways. Oui, Congo Airways. Ouais. Congo Airways a le choix. Il peut acheter des avions neufs comme ça, cash, comme cela a été fait avec l'emprunt de la CNSS, mais il peut aussi souscrire à un emprunt. Au lieu que la CNSS sorte, par exemple, je ne sais pas combien ils ont sorti, 100 millions pour acheter des avions, en intégrant un raisonnement financier, la CNSS aurait pu intervenir simplement à 2%, n'est-ce pas, pour pouvoir payer le nécessaire dont on a besoin pour pouvoir lever les 100 millions. Et si on entre dans le cadre de la structured finance, c'est une partie de la finance qui dit les avions là, n'est-ce pas, le remboursement des avions seront faits seulement par le flux financier que cela va être créé. Donc, quand bien même on a la volonté de relancer des entreprises, dans la finance, on préfère réfléchir effet de levier. J'ai apprécié qu'on puisse acheter des avions pour Congo Airways, mais prochainement, j'aurais souhaité qu'on puisse réfléchir effet de levier. En finance, on essaye de réfléchir à chaque fois comment sortir le moins de cash possible, n'est-ce pas? S'il est possible que nous puissions avoir un mécanisme où quelqu'un d'autre supporte le risque. Voilà. Alors, professeur Onoya, l'État peut également servir de garantie à ces entreprises pour lever des fonds à l'international. L'État peut être une garantie pour la SNEL, la Régie des eaux, la CVM, pour que ces sociétés commerciales puissent obtenir des fonds pour la relance de leurs activités. Merci. D'abord, il faut qu'on précise, parce que ici, tellement que nous n'avons que des banques commerciales, il faut éviter un problème de compréhension. Une banque commerciale a besoin de garanties, comme ils disent. Mais une banque d'affaires a besoin d'un collatéral. Alors, le collatéral qui est l'actif, c'est différent d'une garantie dont a besoin une banque commerciale. Une banque commerciale a besoin d'une garantie. Généralement, on dit si tu as besoin de $100 000, tu dois donner une garantie
hypothécaire, par exemple, d'une maison qui vaut au moins 150% de la valeur. C'est-à-dire que ta maison doit coûter 150 000 $. Vous voyez, ça, c'est la réflexion de la banque commerciale. Mais la banque d'affaires ne réfléchit pas comme ça. La banque d'affaires dit, achète un actif, n'est-ce pas? Moi, je vais utiliser cet actif-là pour faire aussi mes affaires. Mais cet actif te coûte combien? Te coûte entre 1 à 2% de l'argent dont tu as besoin. Vous voyez un peu? Donc, en ce moment-là, effectivement, l'État peut intervenir si la SNEL a besoin de 200 millions pour pouvoir relancer ses activités. Dans la finance internationale, à travers le mécanisme des emprunts garantis par des actifs, 2% de 200 millions, c'est combien? C'est, je crois, 4 millions. C'est à ce niveau-là que l'État peut donner les 4 millions en cash pour lever combien? 200 millions pour la SNEL. Donc, le raisonnement d'une banque d'affaires est totalement différent du raisonnement d'une banque commerciale. Et comme je le disais, les banques d'affaires ici, ce raisonnement que je suis en train de présenter, nous ne le trouvons pratiquement pas localement, c'est à l'international. Mais comme je le dis, je ne suis pas seulement un théoricien, je suis aussi un praticien, un lobbyiste. Ce sont des chemins auxquels on peut montrer le chemin à qui veut. Je rappelle que notre invité, c'est le professeur Patrick Onoya. Il est stratège, il est lobbyiste. Professeur, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Voici comment les prix des produits de première nécessité sont attribués sur le marché. Une chikwang bateke coûte 1000, 1500 ou 2000 francs congolais. Un pain est vendu à 200 francs, 500 ou 1000 francs congolais dans les boulangeries artisanales appelées Mapayakoni. Un tas de bananes plantains varie entre 3000 et 10 000 francs. Un tas de patates douces est vendu entre 2000 et 5000 francs. Un sac de semoule de 25 kg varie entre 46 et 68 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de la semoule coûte 4000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte 73 000 francs. La mesurette ou copo coûte 2300. La mesurette ou sakombi coûte 2000 francs congolais. Une mesurette ou copo de haricots varie entre 2800 et 5000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de sel coûte 3000 francs. La mesurette ou sakombi de sel revient à 1000 francs congolais. Une boîte de tomates coûte 600 francs congolais. Un tas de tomates fruits coûte 500, 1000, 1500 ou 2000 francs congolais. Un oignon est vendu à partir de 200 francs congolais. Une gousse d'ail coûte 300, 500 ou 700 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 17 500 francs congolais. Un œuf coûte 800 francs congolais. Une botte d'amarante coûte 2000 francs. Celle d'oseille coûte 1000 francs. Celle des épinards coûte 2000 francs congolais. Un chou paumé coûte 1000, 1500 ou 2000 francs congolais. Un kilo de cotis coûte 14 000 francs. Celui de poisson salé coûte 22 000 francs congolais. Un kilo de gésier revient à 7 500 francs congolais. Un poulet sans emballage appelé communément poulet nu coûte 10 000 francs, 12 ou 15 000 francs congolais, c'est selon le poids. Un kilo de chanchard 20 plus coûte 10 000 francs. Un kilo de croupion coûte 8 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 17 000 francs. Une bouteille de 30 centilitres d'huile de palme revient à 1000 francs. Un bidon d'huile végétale de 5 litres varie entre 28 et 30 000 francs congolais. La bouteille d'huile d'1,5 litre coûte 7 000 francs congolais. Celle de 30 centilitres revient à 2 000 francs congolais. Merci Béro Matanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Professeur, on amorce l'atterrissage. Quelques questions rapidement avant de nous séparer. C'est vraiment une question directe. Pourquoi la parité franc congolais, dollar américain, s'est quasiment stabilisée autour de 2850 francs congolais le dollar? Pourquoi? Eh bien, ça c'est clair. Il faut féliciter les différents efforts, n'est-ce pas, qu'a fourni le gouvernement à travers la Banque centrale. Les instruments utilisés par la Banque centrale ont produit les résultats. Absolument. Les efforts du ministre de l'économie, il faut reconnaître les efforts du ministre des Finances. Vous savez qu'il y a toujours aussi une corrélation. Il y a une corrélation entre politique monétaire et politique budgétaire. Lorsque on réussit à créer cette corrélation, donc une belle orthodoxie financière, parce que quelquefois, il faut qu'on se le dise, si on n'a pas une bonne orthodoxie financière, c'est aussi le gouvernement qui est auteur, n'est-ce pas, de l'inflation. Donc il y a un ensemble d'efforts qui ont été fournis par rapport aux mesures annoncées par le gouvernement, et nous commençons à voir les fruits. Dans respect du pacte de stabilité. Absolument. Alors,
allègements, des allègements fiscaux pour réduction des prix des biens de première nécessité, c'est, d'après vous, réaliste? C'est tout à fait réaliste parce que, rappelez-vous, je l'ai déjà dit ici, il y a un rapport qui a été publié par un cabinet d'audit, le cabinet MENA, donc le cabinet MENA Finance, qui a établi, c'est une dizaine d'années déjà, hein, qui a établi l'existence d'un commerce triangulaire, n'est-ce pas, entre, particulièrement pour les produits de première nécessité tels que le chinchard, le poulet et tout ça. C'est-à-dire que ce commerce triangulaire fait que les prix, en réalité, des denrées alimentaires sont excessivement chers pour rien. Donc, a priori déjà, même avant cet allègement, moi j'ai toujours demandé l'exploitation de ce rapport. Donc, en réalité, il y a lieu de pouvoir baisser légèrement les prix et c'est faisable. Mais il y a les mauvaises habitudes, comme on dit, elles sont têtues. Il est important que le ministre de l'économie, particulièrement, soit vraiment rigoureux à ce niveau-là. Il faut que les sanctions suivent parce que les bénéfices sont sérieusement conséquents pour ces différents importateurs. Un étudiant, un hectare, nous sommes déjà en pleine saison des pluies, ça marche? Alors, c'est avec plaisir que je veux dire que nous avons reçu l'accompagnement du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Grégoire Moutchaïl Moutombe, n'est-ce pas, qui a accordé 5000 hectares de terre, n'est-ce pas, pour les étudiants et les jeunes de la ville de Kinshasa dans le cadre du projet 1 hectare pour un étudiant et 1 hectare pour chaque jeune. Et le ministre ne s'est pas arrêté là. Nous avons, nous, à notre niveau, déjà sur notre liste, 1000 jeunes, plus de 1000 jeunes recrutés. Le ministre va nous accompagner avec les intrants agricoles. Il va nous accompagner avec les fertilisants, ainsi de suite. Eh bien, en tout cas, dans le cadre de ce qu'il a mis en place, appelé l'armée verte. Nous le remercions et c'est ce genre d'accompagnement que nous recherchons. Donc, très bientôt, vous allez voir des jeunes au champ. Bientôt, 100 jours du gouvernement suminois. Est-ce qu'il y a des signaux qui permettent d'espérer? Qu'on se le dise, il y en a quelques, mais pour le reste, peut-être qu'ils ne font pas beaucoup de communication. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils font. Et nous espérons que ces résultats des évaluations soient rendus publics parce que la population congolaise attend. Votre parti, l'UDPS, la crise va se terminer quand? Très bientôt en tout cas. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Patrick Onoya. Il est lobbyiste, stratège en investissement. Professeur Patrick Onoya, merci d'avoir répondu une fois de plus à l'invitation de Jeudi Économie. C'est un plaisir de vous recevoir régulièrement. Merci. Merci à Patrick Mogongo qui s'est occupé des images. Merci à Grace Lema qui était au niveau du son. Merci à Miguel Mena, le réalisateur. Merci aussi à Pascal Kalambaï qui a permis de coordonner cette émission. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeudi Économie. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.